Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit peu de matchmaking après cette belle carte de l'UFC 308. Je vais essayer de trouver le temps pour faire une preview de cette carte de ce week-end de l'UFC qui n'est pas aussi mauvaise qu'on pourrait le croire. Il y a quelques combats très intéressants. Voilà, ça va être une question de temps, je vais essayer de trouver un petit créneau. L'UFC 308, donc on va faire un petit peu de matchmaking essentiellement pour les vainqueurs des cartes préliminaires et les combattants de la carte principale. Pas tout le monde évidemment, tout le monde n'aura pas sa place puisqu'il faut garder la vidéo un peu courte. Beaucoup de combattants intéressants, beaucoup de combattants qui ont un avenir assez crucial dans les dynamiques des divisions. Ce qui est important pour le matchmaking, c'est de tenir compte donc de ces mêmes dynamiques des divisions, de rester réaliste, de la situation des combattants vis-à-vis de l'UFC, donc de leur rapport à la promotion et de ce qu'on peut comprendre de ce qui est leur rapport de force face à la promotion vis-à-vis du matchmaking qu'ils ont eu par le passé. Il faut aussi évidemment prendre en compte les dates de retour possibles, ce qui a été annoncé officiellement, ce qui a été confirmé, ce qui est implicite. On va commencer tranquillement avec Farid Basharat qui a fait une super performance ce week-end. Courageux d'avoir pris le combat, on imagine aisément que l'UFC voudra récompenser ça ou du moins qu'il est dans les bonnes grâces de l'UFC grâce à ce genre de comportement. Il est sur une série de 4 victoires. Selon moi, c'est l'heure pour un test contre un membre du top 15. Plusieurs directions possibles chez les poids coqs. Il y a Montel Jackson qu'il devait affronter plus tôt dans l'année mais il avait dû se retirer du combat. Jonathan Martinez qui doit lui se relancer après sa défaite en mai. Mais pour moi, la plus logique est Kyler Phillips. Il sort d'une mauvaise performance, il doit se relancer et surtout, c'est le plus important pour moi, les calendriers des deux hommes va être plus ou moins aligné dans le sens où ils ont combattu à une date très rapprochée. C'est un combat qui fait sens sportivement. Ce serait un très beau combat, dynamique et un vrai bon test pour Farid qui mérite ce genre d'affrontement. Donc voilà, Farid Basharat contre Kyler Phillips, ce sera ma première proposition. Pour Abus Magomedov qui a montré de belles choses, attention cependant au cardio, je l'ai déjà mentionné dans la review, je l'ai mentionné plusieurs fois à son sujet. Cardio très limité et ça va lui coûter beaucoup de combats, ça lui a déjà coûté des combats. Néanmoins, ce week-end, victoire contre un adversaire sérieux. Il doit affronter un mec qui est soit au bout du top 15, soit aux abords du classement. Il y a plein de combats possibles, comme souvent, il y a toujours une masse de combattants qui naviguent autour de cette 12e à 20e place, on va dire. Plein de combats possibles, donc j'ai fait à la préférence. Pour moi, ce serait bien que ce soit Michel Pereira. Toujours 14e du classement actuellement à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais plus que probable qu'il aura perdu sa place dans le classement d'ici là, puisque on sait que les choses bougent vite, surtout à cet endroit-là du classement, et donc les deux hommes ne vont pas combattre pendant plusieurs mois. Il y aura probablement des gens qui vont prendre sa place. C'est un combat qui a déjà un super potentiel d'un point de vue divertissement, surtout au début de l'affrontement, les deux souffrent un peu de soucis de cardio. Donc, moi je pense que ce sera un bon test pour les deux hommes. Michel Pereira doit se relancer, sa série de victoires a été coupée. Abus Magomedov doit prouver qu'il a sa place parmi ce top 15, ce top 20 de la division. Pour moi, ça a du sens. Abus Magomedov, Michel Pereira, ça peut être un co-main d'un Fight Night ou alors l'ouverture d'une carte principale d'un pay-per-view un peu léger, voilà, qui sait. Mateusz Rebecki maintenant, belle victoire pour Rebecki dans l'un des meilleurs combats de l'année, si ce n'est le meilleur combat de l'année. Il doit prendre probablement une grosse pause après cette guerre, il a pris beaucoup de dégâts, il était très marqué, c'était vraiment un combat très difficile qu'il a vraiment emprunté sur un plan physique, donc on imagine qu'il va prendre une grosse pause. Ce que ça veut dire, c'est que les dynamiques de la division auront vachement changé jusqu'à son retour finalement, donc c'est un petit peu compliqué de prédire ce qui va venir pour lui parce qu'on ne sait pas dans quel état sera la division quand il va revenir, à moins qu'on l'oppose à un autre poids léger qui a besoin de prendre une grosse pause. Vous le sentez peut-être venir, là c'est pour moi notre français Benoît Saint-Denis. Plusieurs raisons pour lesquelles je pense que c'est un combat qui a du sens. J'ai le sentiment que l'UFC ne va plus faire de cadeaux à Benoît. C'est non pas qu'ils lui ont offert des combats sur un plateau, mais il a eu des combats difficiles, mais combat contre Poirier, main event à Paris contre Moïcano qui était quand même un mec mieux classé que lui alors qu'il venait de perdre, c'est quand même des match-ups favorables d'un point de vue matchmaking, c'est-à-dire que d'un point de vue projection de carrière, c'est des match-ups favorables. Pour moi, la prochaine fois, il va devoir défendre son classement, au moins une fois, au moins avant de rebondir. Je pense que Mateusz Rebecki mérite un gros combat, il mérite de montrer qu'il a sa place dans le top 15. C'est en plus un affrontement qui sur le papier est vraiment exceptionnel, qui est absolument à mettre sur une carte de pay-per-view, ça va être une guerre quoi qu'il arrive. Mateusz Rebecki contre Benoît Saint-Denis, j'ai très envie de voir ce combat. Selon moi, c'est un combat qui est facilement marketable vu le niveau de divertissement des deux hommes, et surtout, voilà, ça s'écrit tout seul, Mateusz Rebecki, Benoît Saint-Denis, des guerres, voilà. On passe à Geoff Neal qui a eu une victoire un petit peu amère ce week-end. On a compris qu'il était au-dessus de Rafael Dos Anjos dans les premiers échanges, mais cette blessure du Brésilien l'a un peu empêché de briller, surtout que c'était juste après le combat entre Rebecki et Rollblay, et donc son combat, on va pas se mentir, et sa performance est un petit peu passée inaperçue pour toutes ces raisons. Il repasse néanmoins du côté de la colonne des victoires, après 2 défaites de rang contre des adversaires de très haut niveau. Il a réaffirmé ses ambitions de devenir champion, ça veut pas dire que je crois qu'il puisse devenir champion, mais en tout cas, lui, il en a envie et il veut combattre dans ce sens-là. Il y a des combattants dont c'est pas le cas, Rafael Dos Anjos par exemple, mais ça veut dire que, selon moi, après avoir accepté d'affronter Shavkat, après avoir affronté Yann Gary et là avoir rebondi, il mérite d'affronter un mec mieux classé que lui. Il y a un mec qui se fait discret depuis quelques temps, qui est encore
classé très haut dans le classement selon moi vis-à-vis de ses dernières performances et vis-à-vis de son activité ces dernières années, c'est Colby Covington. La raison pour laquelle je choisis Colby Covington, c'est que Colby, c'est un mec qui est très méticuleux dans son choix d'adversaire. Il affronte pas n'importe qui, il revient pas n'importe quand. Et donc, pour moi, Geoff Neal, c'est le genre de mec qu'il va penser battre. Parce que Geoff Neal, c'est un mec qui est solidement un membre du top 10, c'est un peu le gatekeeper. Mais il n'y a pas de fulgurance. On se doute que ce mec-là ne deviendra jamais champion. Et c'est un adversaire qui, stylistiquement, peut convenir à Colby Covington. Je vois ce combat avoir lieu parce que Covington devrait accepter ce genre d'adversaire et qu'il peut penser qu'il veut battre. Colby, il a teasé un retour depuis longtemps, mais on sait jamais trop avec lui. Il devait affronter Ian Gary, finalement ça s'est pas fait. On sait pas trop démêler le vrai du faux sur cette situation. Je pense qu'il doit revenir quoi qu'il arrive. Il lui faut un adversaire. Selon moi, Geoff Neal, c'est un bon adversaire pour lui. Ça peut être le combat principal d'un Fight Night, un main event ou un combat de pay-per-view comme ils veulent. Mais en tout cas, voilà, Geoff Neal, Colby Covington. On passe à Sharafudin Magomedov et ça c'est un vrai casse-tête parce que belle victoire ce week-end, en tout cas le finish était de qualité, mais j'ai toujours beaucoup de doutes sur son système défensif en striking et bien sûr sur sa défense de lutte et sur sa lutte d'une façon plus générale. L'UFC va probablement encore vouloir lui mettre un striker parce que c'est quelqu'un qui compte pour la promotion, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de buzz, c'est une star en devenir, on va pas se mentir, et donc du coup il y a une notion de protection. Il faut donc trouver un striker ou du moins un combattant qui accepterait d'être un striker uniquement et selon moi, il y a un adversaire tout trouvé, c'est Kevin Holland. Kevin acceptera de ne faire que striker si on lui demande gentiment. Il l'a déjà fait par le passé contre Wonderboy. Il pourrait y avoir un petit peu de trash talk avec ce combat. Ce serait une montée en niveau et une montée en exposition pour Sharafudin parce que Kevin Holland c'est toujours un combattant qui génère de l'attention. Donc selon moi, c'est un combat tout trouvé, bon compromis entre une montée de niveau tout en restant dans le striking. Combat divertissant, combat qui promet d'être vu et qui va attirer l'attention des gens. Sharafudin Magomedov, Kevin Holland. De toute façon, Kevin Holland ne dit non à rien. Donc du coup, on se doute qu'il accepterait. On passe à Dan Ige. Dan Ige, combat difficile pour Dan ce week-end. Défaite contre un bon adversaire. Défaite serrée, mais défaite logique. Il est encore dans les bonnes grâces de l'UFC, selon moi, je pense, après cette acceptation d'affronter Diego Lopez à l'UFC 303 en très short notice. Le genre d'adversaire que je vois pour lui, c'est un combat contre un mec moins bien classé, certes, sur une pente positive, mais que l'UFC pense qu'il peut battre quand même et que Dan pense qu'il peut battre quand même. Je le vois mal accepter un match-up difficile maintenant et j'ai l'adversaire tout trouvé pour ça. C'est un Français, je l'ai un peu fait en mode cocorico, mais c'est William Gomis. William, toujours invaincu à l'UFC, mais je pense pas qu'il ait prouvé à ce moment de sa carrière qu'il puisse battre un mec de ce calibre encore. Ou du moins, c'est la perception que les gens ont de lui, donc Dan Ige serait plus enclin à l'accepter de l'affronter. William Gomis, il vient de battre Brito à Paris, quoi que vous pensiez de la décision, quoi qu'on pense de la décision, il doit affronter un mec mieux classé que ça, logiquement, après ce combat. Aux yeux de Dan Ige, c'est sûrement un combat qu'il peut gagner, donc il est enclin à l'accepter. C'est un combat qui peut avoir lieu dans pas si longtemps que ça, parce que Dan n'a pas pris tant de dégâts, donc on imagine qu'il pourrait être de retour dans quelques mois. Voilà. On passe à l'homme qui a battu Dan Ige ce week-end, Lerone Murphy. Donc pour Lerone, c'est super simple selon moi. Il est toujours invaincu à l'UFC. Il a demandé à affronter Josh Emmett et donc pourquoi pas après tout, pourquoi pas simplement le mettre contre Josh Emmett puisqu'il l'a demandé. C'est une fausse bonne idée. Je l'ai dit dans la review, je le redis et je le redirai parce que si tu te fais knockdown par Dan Ige, Josh Emmett, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais bon ça le regarde. Combat sympa sur le papier. Il a sa place clairement sur une carte principale de pay-per-view, peut-être en Angleterre d'ailleurs. Si Lerone le veut sérieusement, allons-y gaiement. Josh Emmett, c'est un mec qui ne va pas redevenir champion. Il est installé solidement dans le top 10, mais il n'y a pas trop d'intrigue sur la suite de sa carrière. Il est vieux, il lui reste peu de combats à l'UFC. Mettez ce combat sur une carte principale d'un pay-per-view en Angleterre, ça a du sens. Lerone Murphy, Josh Emmett. On passe à Alexander Rakic. Nouvelle défaite pour Alexander Rakic ce week-end. Pas eu l'air ridicule du tout, compétitif, mais ça fait 3 défaites de suite maintenant. Il va falloir défendre son classement. La dernière victoire de Alexander date de 2021. Il y a un combat très logique dans le lot pour moi dans ce classement des lourds légers, c'est Volkan Ozdemir. Oui, je sais qu'il a déjà un combat de prévu en Chine le 23 novembre contre Carlos Sudberg, mais moi je fais le pari qu'il va gagner ce combat et que c'est la suite logique pour eux. Ozdemir et Rakic se sont déjà affrontés une fois, Volkan a bénéficié d'une décision très généreuse, pour pas dire totalement litigieuse d'ailleurs. C'est l'heure de régler leur compte une bonne fois pour toutes. Leurs calendriers vont plus ou moins s'aligner en fonction de comment tourne le combat entre Ozdemir et Hülberg. Je pense qu'il est temps de faire ce combat une nouvelle fois puisque la première décision était vraiment très litigieuse. Ça ferait un beau combat de relance pour Rakic dans l'idée, ça ferait une belle montée en opposition pour Volkan, et donc voilà. On passe à Magomed Ankalaev. Dana White l'a dit en conférence de presse, Magomed mérite d'affronter Alex Pereira, il va probablement affronter Alex Pereira, je vais pas m'étendre sur le sujet, tout ce que je dirais à ce propos-là, c'est qu'il va falloir montrer un petit peu plus que ce week-end selon moi, mais voilà, ça a plus ou moins été confirmé par Dana White, c'est le prochain challenger logique, je vais pas m'étendre, et je vais passer directement à Robert Whittaker. Donc visiblement, contrairement à ce qu'on pensait, il n'y aura pas besoin d'une trop grosse pause pour Robert, il a un problème récurrent au niveau des dents, mais finalement il avait l'air de dire que ça allait,
pourrait être de retour plus tôt que je ne le pensais initialement. Maintenant pour Robert, je suis obligé de faire des paris parce que je sais pas trop où il en est dans sa carrière et je sais pas trop ce que l'UFC a prévu pour lui. Ce que j'imagine de la division des poids moyens dans les mois à venir, c'est qu'il y aura une rotation de combat chez les poids moyens avant que Robert revienne. Donc entre les 6 combattants les plus en vue, on dira, donc Duplessis, Strickland, Chimaev, Imavov, Adesanya et Caio Borralho. J'ai l'impression qu'il y aura une rotation de combat entre eux avant que Robert revienne. Donc selon moi, je vois bien Robert défendre son classement contre un mec un peu plus bas dans les rankings. Il y a 2 noms qui me viennent en tête, Roman Dolidze et Anthony Hernandez. Je penserais plus pour Hernandez qui m'impressionne un peu plus et que j'aime un peu plus aussi sur le papier. Si Robert Whittaker n'a pas vraiment besoin d'une longue pause et qu'il est prêt à recombattre bientôt, parce que finalement, oui, il y a eu ce déchaussage des dents, mais si c'est un problème récurrent et que c'est réglé vite, il n'a pas pris d'autres dégâts que ça. Je suis prêt à suggérer qu'il revienne dès février finalement sur la carte qui aura lieu en Australie. Et donc, selon moi, Anthony Hernandez, ça pourrait être un beau combat de relance pour Robert, pour monter pour Hernandez. Et donc, on pourrait voir où chacun en est. On passe à Khamzat Chimaev. Encore une fois, je vais pas m'étendre. Pour moi, le prochain combat de Khamzat Chimaev doit être contre Dricus du Plessis. C'est un combat logique selon moi pour la ceinture. Khamzat mérite bien plus que Sean Strickland. Seul bémol dans cette théorie, c'est que ce combat doit sûrement avoir lieu à Abu Dhabi, donc c'est une contrainte d'espace. Cependant, l'UFC ne devrait pas trop se faire prier pour retourner à Abu Dhabi aussitôt. Beaucoup d'argent en jeu là-bas. On se doute que voilà, ça va pas être un trop gros problème d'aller poser ses bagages là-bas une nouvelle fois. Il y a beaucoup de sous, c'est un gros combat. Khamzat Chimaev, Dricus du Plessis, selon moi, c'est logique. On passe à Max Holloway qui a annoncé qu'il prendrait une petite pause, sûrement jusqu'à l'été prochain. Il a aussi plus ou moins confirmé que ce serait pour une montée en poids léger. Je suis très content d'ailleurs parce qu'il y a une foule de combats frais qui l'attendent là-bas. La division aura probablement bien changé jusqu'à son arrivée ou pas d'ailleurs, parce que c'est une division qui va quand même assez lentement. Il y a 2 combats que je vais absolument voir si il va remettre en jeu sa ceinture BMF. C'est soit Dustin Poirier ou Dan Hooker. Le combat contre Poirier est le plus probable selon moi, avec la ceinture BMF en jeu. C'est probablement un main event de pay-per-view d'ailleurs. Une belle trilogie qui pourrait même servir de retraite à Poirier qui en parle de plus en plus. On pourrait aussi parler du vainqueur ou du perdant du combat entre Charles Oliveira et Michael Chandler, mais on va attendre un peu de voir comment ça se joue. En tout cas, il y a plein de combats hyper intéressants pour Max, que ce soit Chandler, Oliveira, Hooker, Poirier, tous ces mecs-là, c'est vraiment très intéressant. Donc il n'y a pas vraiment de mauvais choix. De toute façon, Max Holloway, il n'y a jamais vraiment de mauvais choix pour lui. Ensuite, et pour finir, Ilia Topuria. Donc là, encore une fois, le combat a été semi-officialisé dans la cage, si on peut dire, puis en conférence de presse. Ce sera probablement Alexander Volkanovski. L'autre option viable actuellement, c'est Diego Lopez. Mais moi, j'aimerais bien que Lopez ait une victoire supplémentaire avant d'y songer. Je ne suis pas sûr qu'une victoire contre Brian Ortega devrait suffire à donner la ceinture. Surtout quand il y a une défaite contre Movsar Evloev il n'y a pas si longtemps que ça au final. Volkanovski a rendu des services à l'UFC, toujours dispo, en short notice. Il était super actif quand il était champion. Ils lui doivent bien ça, je comprends la logique. Selon moi, s'il n'y a pas de contrainte au niveau de Topuria, ça devrait être le main event de l'UFC 312 en Australie. Je pense pas que Volkanovski gagne ce combat, mais en tout cas, il mérite d'avoir une chance à la ceinture. Et c'est normal qu'il lui donne, selon moi, vu les dynamiques et vu ce qu'il a accompli pendant qu'il était champion. Voilà ce que je pense, moi, des matchmaking de ces différents combattants importants de l'UFC 308. N'hésitez pas à me proposer un peu des combats en commentaire, il y a plein de trucs auxquels j'ai pas pensé. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vais essayer de faire la preview de cette semaine, je vais essayer de trouver le temps, c'est pas simple, mais je vais me débrouiller au mieux. Et en tout cas, on se reparle bientôt, nous, et salut les gars, à la prochaine.